Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'intervenir et de participer à la semaine des métiers du numérique en vous proposant cet après-midi la découverte d'une filière d'avenir et porteuse d'emploi que l'on appelle les ICC pour évoquer l'ensemble des industries culturelles et créatives. Je tenais à remercier au nom des intervenants et de moi-même Pôle emploi Hérault et tout particulièrement Joseph Sanfilippo et Céline Chauvet pour leur invitation. Un remerciement aussi à titre individuel à chacun des professionnels qui ont bien voulu donner de leur temps et pour apporter leur expertise cet après-midi dans leur domaine de compétences. Voilà. Je suis donc moi-même Laurie Bassot, je suis donc la directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications design et industrie créative. Je suis accompagnée cet après-midi par 5 experts partenaires du réseau campus ainsi que de Viviane Blondel-Pallegri qui sera donc aux manettes et en charge de faire le lien entre vous et nous. Je vais donc commencer, enfin vous demander à titre à chacun d'entre vous de vous présenter. Commencer peut-être par rapidement, Valérie. Oui, bonjour, bonjour à tous. Moi, je suis Valérie Chailloux. Je travaille à la métropole de Montpellier au sein du pôle développement économique et je suis en charge de l'unité numérique et ICC, donc pour industrie culturelle et créative. Et donc voilà, ce titre-là, j'accompagne les structures, entreprises, associations, formations qui sont présentes sur le territoire et qui sont actives dans ces domaines d'activité-là. Je t'ai pas Pardon, entendu. c'est moi qui avais désactivé le son. On poursuit peut-être avec Arnaud. Merci. Pardon. Oui, merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Arnaud Labaronne. Je suis réalisateur et producteur installé à Montpellier. Et mes deux sociétés de production se nomment Ideal Film Prod et Extra Art. Extra Art étant spécialisé dans la création numérique pour l'art et la culture. On poursuit avec François. Oui, bonjour. Alors, je suis François Cuben et je suis délégué général de l'association Push Start, qui est l'association des professionnels du jeu vidéo en Occitanie. Et voilà, donc on va parler de jeux vidéo dans le cadre de cet entretien. Adrien. Bonjour à tous, alors moi je suis motion designer, je travaille pour mon studio Manic Motion, je suis en même temps professeur à l'ESMA, on a monté la section Master Motion Design, et tout nouveau, tout frais, tout beau aussi, on monte avec une bande de motion designers un nouveau festival et des événements autour du motion design, et ça s'appelle MoFest. Merci. Aurélien. Alors bonjour, moi c'est Aurélien Ronceret, je suis concept artiste et map painter. J'ai créé mon studio à Montpellier qui s'appelle Bolbrush et je suis à l'altropisme. Voilà. Merci Aurélien. Et pour terminer, Viviane. Eh bien, bonjour, Viviane Blondel-Pallegri. Je suis chargée de mission à Pôle emploi Hérault et je suis là pour vous apporter les réponses que vous allez nous transmettre au fur et à mesure dans le chat, puisque nous attendrons beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et on vous répondra. On prendra des temps, après chaque intervention, on prendra des temps pour répondre aux questions. Donc, on est à votre écoute pendant cette heure et demie de visio. Merci. Donc, pour ouvrir cette table ronde virtuelle autour des ICC et du numérique, rien de mieux qu'un motion design pour vous expliquer en quoi consiste un campus des métiers et des qualifications, et en l'occurrence le CMQ-DIC, et par la même occasion, ouvrir avec un des métiers qui sera présenté cet après-midi avec la participation d'Adrien, à savoir, comme il a très bien dit tout à l'heure, motion designer.
Le campus Design et Industrie Créative regroupe l'ensemble des métiers industrie créative et culturelle, ICC. Métiers d'art, mode, jeux vidéo, art graphique, édition, architecture, spectacle vivant, musique, cinéma, audiovisuel, images et communication. Une filière créatrice d'emplois et porteuse d'avenir en Occitanie. Ce secteur contribue au développement économique de la région. Notre réseau d'acteurs est composé de lycées, de centres de formation, d'universités, de structures de recherche, de collectivités et d'acteurs économiques. La mixité de cet écosystème doit faire la richesse des actions à mettre en œuvre par le campus au bénéfice de tous, apprenants et professionnels. Le réseau se mobilise auprès de tous les publics. Il vous accompagne, vous forme et vous aide à développer des compétences tout au long de votre vie dans la filière des ICC, où savoir-faire traditionnel rime avec créativité, innovation et technologie de pointe. Nous accompagnons chacun et chacune à construire son parcours de formation et proposons de nombreuses possibilités du CAP au doctorat en formation initiale, sous statut scolaire, par voie d'apprentissage ou en formation continue. S'informer, développer de nouvelles compétences, expérimenter et innover. Le campus intervient de l'information métier à l'insertion professionnelle. Nous pilotons des actions innovantes pour imaginer les métiers de demain. Le campus Design et Industrie Créative Occitanie est un outil fédérateur, ouvert sur son environnement et à l'écoute de vos propositions de collaboration. Vous souhaitez faire partie du réseau d'acteurs qui contribuent au développement du campus? Rejoignez-nous. Eh bien voilà, donc nous allons débuter les échanges avec la participation et l'intervention de Valérie Chailloux pour donc vous sensibiliser, vous familiariser avec les industries culturelles et créatives, ces secteurs d'activité, ces métiers et l'impact du numérique dans l'ensemble de cet écosystème. Voilà, Valérie. Oui, merci beaucoup Laurie, merci pour cette présentation. Oui, c'est vrai que les industries culturelles et créatives, c'est quelque chose dont on commence à entendre pas mal parler. Ce qu'il est intéressant, important de savoir, c'est que la définition, elle peut un petit peu varier d'un territoire à l'autre. Sur le territoire de la métropole de Montpellier, on définit la filière des ICC comme regroupant l'ensemble des acteurs présents sur l'image animée. Donc, quand on parle d'image animée, évidemment, on ne se réduit pas qu'au cinéma d'animation. On inclut aussi tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est audiovisuel, cinéma, effets spéciaux, réalité virtuelle, réalité augmentée. Et on inclut aussi tout ce qui est son, audio, radio, les podcasts qui sont très représentés sur notre territoire. Il y a une deuxième caractéristique de notre filière sur le territoire de la métropole de Montpellier, c'est qu'on a la chance d'avoir des acteurs qui sont représentatifs des différentes composantes de la filière, à savoir aussi bien des formations, on a des écoles, des cursus, et donc évidemment, Laurie en est le premier témoin, hein, le campus des métiers et des qualifications en est le premier témoin. Donc des formations qui sont variées, privées, publiques avec les universités, qui permettent d'apprendre des métiers dans l'image animée, quels que soient les sous-secteurs que je viens d'énumérer. On a aussi des structures associatives qui animent un petit peu ces écosystèmes-là. On a des structures associatives dans le jeu vidéo, et François sera le témoin avec Push-Start. Une association dans le son et l'audio avec la Codio. On a Occitanie Film qui s'occupe de tous les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Et puis la troisième caractéristique de notre écosystème qui est vraiment parlante et pareil, une vraie richesse pour notre territoire, est que dans les entreprises, quelle que soit leur taille, on a des auto-entrepreneurs ou des grands groupes internationaux, on a des compétences et des expertises qui permettent de mener un projet de création de bout en bout. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée, décider de la pré-produire, de la développer, de faire la post-prod aussi. Et donc, les projets de création dans l'image animée, dans le son, peuvent être menés d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur de la création sur notre territoire parce qu'on a des compétences. Alors, ce qui est important aujourd'hui pour nous, on a conscience que c'est une filière en pleine croissance qui offre un fort potentiel
potentiel, qui est attractive pour les plus jeunes. Donc le challenge maintenant aujourd'hui, il est de faire connaître cette filière, il est de faire connaître ces métiers. Donc évidemment, je vous remercie infiniment pour ce webinaire qui est très opportun. Il faut faire connaître les métiers aux plus jeunes et leur montrer que non seulement ils ont des perspectives professionnelles à l'avenir, ils peuvent se projeter dans un avenir professionnel, mais en plus ils peuvent suivre une formation qui les mènera à ces métiers-là sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Pour nous, c'est une vraie richesse et on a conscience qu'il nous faut accompagner cette filière le plus loin possible. Alors, parmi les actions que l'on peut mener, au-delà de donner de la visibilité aux acteurs de l'écosystème, eh bien, effectivement, on se rapproche aussi des entreprises et on fait les ponts avec les formations pour pouvoir assurer que les cursus qui sont proposés vont correspondre aux besoins. Typiquement dans le jeu vidéo, et François encore, je le redis, le rappellera certainement, on a besoin de développeurs. Voilà, les développeurs, c'est dans le monde du numérique. Voilà, on a beaucoup de métiers qui utilisent les outils du numérique aujourd'hui pour la création de projets ICC. Et donc, il faut essayer aussi de montrer aux plus jeunes qu'il y a des métiers dont ils n'imaginent pas forcément que ça va mener à ces secteurs d'activité-là. On se dit, je vais faire une école d'informatique, je vais faire développeur. On n'a pas forcément idée quand on est jeune que ça pourra mener à intégrer par exemple un studio de jeux vidéo ou un studio d'animation. Voilà, donc c'est intéressant de montrer que les outils numériques peuvent être des facteurs inspirants et de soutien à la création, à la créativité, et qu'ils sont aussi des points d'entrée pour des métiers qu'on n'imagine pas forcément quand on est plus jeune. Voilà en quelques minutes ce que je pouvais dire sur notre écosystème. Et puis, si vous avez des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, on va poursuivre. Viviane, est-ce qu'on a déjà des questions pour Valérie ou on poursuit? Oh, pas de questions, mais peut-être qu'elles vont venir au fur et à mesure, hein, Bon, faut toujours un petit peu attendre et il y a peut-être, ça viendra au cours sur de la la, le au un cours de petit peu l'échange. plus tard. Alors, on va poursuivre cette table ronde avec l'intervention de François Cubens, qui va donc parler d'un secteur, peut-être un des secteurs principaux, un fer de lance des ICC sur notre territoire, qui est le secteur du jeu vidéo, et qui occupe actuellement la 4e place au niveau national. Je vais vous diffuser une vidéo sur les métiers du jeu vidéo et puis François prendra la parole à l'issue. Aujourd'hui, dans le monde, l'industrie du jeu vidéo représente 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. C'est une industrie en France où chaque année, on crée entre 800 et 1000 emplois. Donc c'est extrêmement dynamique, simplement parce que le jeu vidéo aujourd'hui se déploie sur des consoles, un ordinateur, un téléphone mobile, des tablettes. Les dernières innovations qui sont marquantes depuis 2016, c'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Il existe plusieurs parcours, des parcours universitaires et des parcours dans des écoles privées pour appréhender les 3 grands groupes de métiers de l'industrie du jeu. Les métiers du design, ce sont des métiers qui consistent à imaginer les mécaniques ludiques d'un jeu. Après, vous avez la famille des métiers de l'image. Ce sont des métiers plutôt artistiques. On va retrouver les infographistes et les animateurs dans ces métiers-là. Et puis, vous avez les métiers de la technologie qui sont des métiers en lien avec le matériel, la programmation. Après, vous avez d'autres métiers, l'édition et le marketing, c'est-à-dire on va commercialiser les jeux, on va en faire la promotion. Et puis, vous avez des métiers en lien avec le support, on va faire la traduction des jeux, etc. Moi, avant tout, si je suis arrivé là-dedans, c'est le côté imaginaire. Toute la création d'univers et les nouvelles règles et les nouveaux codes. J'étais un peu paumé, un peu comme beaucoup de gamins. J'étais paumé, je savais pas quoi faire, mais j'adorais dessiner, j'adorais jouer aux jeux vidéo. J'adorais faire de la 3D, j'avais un peu découvert tout ça tout seul dans mon coin, quoi. Et donc, c'est naturellement, je me suis dirigé vers ma passion. Faut juste sentir que ce domaine nous plaît
peut-être avoir des petites connexions, dessiner ou peut-être avoir déjà créé des maps sur des jeux. On peut faire plein de trucs déjà, même de façon amateur dans le jeu vidéo. Et sentir le feeling de la création. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'aussi on peut changer, quoi. Je suis artiste 3D à l'origine, mais ça s'est décomposé en plein de styles derrière. Et des spécialités dans le domaine, ou ça m'amène à un autre domaine après. Enfin voilà. Quand j'étais au lycée, je ne savais pas trop ce que je voulais faire exactement. Je m'étais inscrite à des concours d'école, mais sans trop de conviction. Et en fait, j'ai passé le concours donc de l'école de jeux vidéo où finalement j'ai fait mes études. Et c'est la journée où j'ai passé ce concours où j'ai réalisé que c'était vraiment ça que je voulais faire en fait. À un moment, je pensais à être auteur de bande dessinée, mais j'ai discuté avec des auteurs de BD et ils m'ont dit que c'était un métier où on était quand même assez solitaire. Et du coup, je voulais vraiment avoir cet aspect collaboratif et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le jeu vidéo. Nous, on développe des jeux spécifiquement pour consoles de salon et PC. Un jeu étudiant que j'ai développé pendant mes études avec des camarades, du coup, a super bien marché. On l'a mis en ligne, on a eu beaucoup de retours de la part du public, mais aussi des professionnels qui nous ont contactés pour nous offrir en fait cette opportunité de monter un studio et d'obtenir des financements. On a rassemblé en fait l'équipe avec laquelle on avait fait ce projet étudiant et on a décidé de monter un studio ensemble. Le domaine du jeu vidéo a été vraiment très très masculin pendant très longtemps, autant dans les équipes de développement que dans le marché en fait qui était ciblé. Dans les écoles de jeux vidéo, on se rend compte que déjà il y a un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes par exemple que dans les studios actuellement. Donc c'est quelque chose qui tend vers l'amélioration. C'est vraiment des profils qui sont super recherchés en fait par les entreprises qui recrutent. Bien sûr, j'ai un message. Faut pas avoir peur de l'aspect technique des métiers parce que finalement à l'école on apprend, on est là pour apprendre, même en entreprise on continue à apprendre tout le temps. Moi par exemple je ne sais absolument pas coder, je suis incapable d'écrire une seule ligne de code. Le fait de savoir coder, forcément c'est un plus et c'est intéressant, mais c'est pas du tout requis pour la plupart des métiers. Moi, en fait, je suis concepteur-réalisateur 3D de métier. Donc, j'ai été formé à l'ESMA à Montpellier il y a une dizaine d'années. De là, en fait, j'ai travaillé dans la publicité, j'ai travaillé dans le clip vidéo, j'ai travaillé dans la réalisation vidéo. J'ai eu un parcours un peu atypique, en tout cas à la sortie de ces études-là, mais toujours en lien avec le multimédia, toujours en lien avec les effets spéciaux, la 3D et le jeu vidéo, évidemment. Il y a un moment donné où j'ai eu besoin de concrétiser mon savoir-faire par rapport à des applications avec un sens autre que du divertissement pur. KICO en fait développe des séances d'hypnose médicale en réalité virtuelle. Donc c'est grâce à des casques qui sont dits autonomes et qui ont pour objectif de soulager l'anxiété et la douleur dans la prise en charge hospitalière. On a des anesthésistes, on a des psychologues qui nous accompagnent et qui travaillent en parallèle avec les artistes 3D. On utilise exactement les mêmes outils et exactement les mêmes techniques que le jeu vidéo. Et en fait, on va réaliser ces environnements en 3D et on va immerger la personne dedans de façon à ce qu'elle se dissocie de ce qui est en train de se passer dans le soin à côté. On voit beaucoup de ça en ce moment sur le serious game, ce qu'on appelle les serious games, c'est-à-dire qu'en fait, on va reprendre exactement les mêmes mécaniques et les mêmes principes que le jeu vidéo, mais pour l'adapter à des visées de formation ou à des visées éducatives. La possibilité de gamifier, comme on appelle ça, tout un ensemble de choses, elle est extrêmement large. Aujourd'hui, effectivement, on commence à développer ça, mais ça pourrait être beaucoup plus massif. Voilà, je vais reprendre donc la main et laisser maintenant la parole à François. Et il y aurait une question. Pouvez-vous nous donner la définition du codage? Alors, je vais laisser la parole peut-être aux experts. Je peux essayer si vous voulez. Donc, rebonjour déjà à tout le monde. Donc, je vais répondre à la question rapidement. Codage, enfin ce qu'on va appeler la codage pour le jeu vidéo en tout cas, c'est la partie qui permet de donner les instructions nécessaires à la partie, enfin, au côté technique, au côté code, pour que le jeu puisse exister en fait. C'est ce qui fait que on va avoir des mécaniques comme les règles du jeu en fait de façon globale qui vont être données à la machine, qui vont permettre que quand vous appuyez sur un bouton de votre manette, il va se passer quelque chose, on va ouvrir une porte, on va parler à un personnage non joueur. C'est ce qui va permettre de grouper aussi des éléments comme des animations, des trames sonores ou des choses de cet ordre-là ensemble pour que de façon cohérente ça permette de proposer une expérience. Pour faire ça, il va y avoir des gens qui vont faire du code pur, au sens taper des lignes de code de la programmation. Et puis il y a d'autres dispositifs qui permettent de faire ce qu'on appelle du blueprint, c'est-à-dire qu'en fait on va utiliser des blocs
graphique, où on va voir des blocs qu'on va pouvoir déplacer et brancher entre eux pour faire à peu près la même chose que des lignes de code, c'est-à-dire donner une instruction à la machine pour qu'elle puisse faire quelque chose avec la matière qu'on lui donne afin de proposer l'expérience finale. Et la deuxième question que je vois, est-ce qu'il y a des formations qu'un demandeur d'emploi peut faire sans expérience dans le numérique? Alors, je ne suis pas spécialiste Pôle emploi, donc est-ce qu'il y a des formations qui existent là-dessus? Oui. Est-ce qu'il y a des formations de durée diverses et variées? Oui. Après, pour la partie vraiment purement développement, de l'expérience que moi j'en ai, ça nécessite quand même un certain temps d'appréhension et d'apprentissage parce qu'il y a pas mal de bases nécessaires. Donc, est-ce qu'on vous proposera une formation de développeur en 3 mois si vous n'avez aucun background là-dedans? À mon avis, non. Je ne m'engagerai pas pour les spécialistes. Par contre, effectivement, si vous partez sur un cursus de 2 ans ou si vous avez déjà une base dans certains aspects techniques, ça peut être tout à fait envisageable. Je François, vais enchaîner sur... Ouais, vas-y, pardon. oui, c'est vrai, c'était pour t'inviter à... Sur la partie jeux vidéo. Ouais. Voilà. Ok. Donc du coup là, moi je parle pour l'association Push-Start, qui est une association qui existe depuis 2015 et qui accompagne la filière professionnelle du jeu vidéo en Occitanie. C'est une filière qui est assez vaste, qui comprend de nombreux acteurs. Je vais essayer de vous en parler un petit peu plus en détail. C'est une filière qui travaille aussi avec les pouvoirs publics. Donc Valérie, que vous avez vu précédemment, notamment pour la partie métropole, on travaille également avec la région. Et l'objectif, c'est de créer un tissu qui soit facile à vivre, qui facilite l'existence des studios et leur développement. Grosso modo, c'est une industrie qui s'est beaucoup développée sur les dernières années. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir Laurent l'évoquer dans la vidéo, elle pèse plus de 180 milliards de dollars dans le monde en revenus directs, donc c'est assez conséquent. Il y a plus de 3 milliards de personnes qui jouent aux jeux vidéo sur Terre, en tout cas dans ce qu'on a référencé, ce qui est aussi très colossal. Il y a 73% des Françaises et des Français qui jouent, pas forcément tous les jours, mais qui jouent aux jeux vidéo. Ça fait un gros bout de population aussi. Donc on se retrouve vraiment avec une industrie qui est très, très lourdement implantée, on va dire, dans notre quotidien et même au niveau mondial. Il y a aussi plusieurs façons de consommer ça, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont consommer sur le téléphone mobile en attendant le tramway, il y a des personnes qui vont avoir une console de jeu chez elles, il y a des personnes qui vont être plutôt dans le côté spectacle, qui vont peut-être regarder des streamers, qui vont profiter de matchs d'e-sport ou de choses comme ça. Donc c'est des usages qui sont très larges, qui se diversifient lourdement. Et on voit arriver maintenant des choses comme tout ce qui va être réalité virtuelle. On entend parler de métaverse et de choses comme ça. Il y aura aussi du jeu vidéo là-dedans. Et donc, ça se développe beaucoup. C'est en Occitanie un secteur qui est représenté par un peu plus de 125 entreprises sur un peu plus de 1200 en France. C'est donc toujours pour le jeu vidéo, globalement. C'est une région qui est très riche en talents. Et on a de très jolies structures ici, comme Ubisoft Montpellier, que je pense la plupart de notre public connaît. On a aussi Digixart, qui a été primé récemment. On a The Game Bakers. Donc ça, ce sont des studios, plutôt, même si Ubisoft, c'est un cas un peu particulier. Après, on a des structures qui font ce qu'on appelle de l'édition, c'est-à-dire qui vont accompagner les studios qui produisent les jeux, qui vont permettre que le jeu soit connu, qu'il y ait des canaux de vente pour qu'on puisse vivre de la production de notre jeu. Ces structures-là, ici, on va pouvoir parler de plugin digital ou de Playdigious. On a vraiment quelque chose de très très vaste. Il y a des structures qui sont spécialisées dans le développement d'outils aussi, qui ne font pas des jeux, mais elles vont proposer quelque chose, par exemple, pour faire des terrains. Donc ça peut être aussi un axe d'emploi et de création assez intéressant. Il y a des structures qui existent depuis très longtemps, il y a des structures qui sont toutes récentes. Vous avez vu parler dans la vidéo tout à l'heure Anaïs, par exemple, qui est à la tête de Fireplace, qui est un petit studio qui est arrivé il y a 2 ans, je crois, et qui progresse bien. Donc ça montre qu'il y a une dynamique sur le terrain d'installation de ces studios, de recrutement et de jeunes talents qui est vraiment très forte. Il y a une volonté d'accompagner cette croissance-là avec des dispositifs comme le Montpellier Game Lab, qui est accompagné par la métropole et le BIC, avec des dispositifs d'aide financière aux jeux vidéo mis en place par la région, et puis avec après des fonds plus larges au niveau national.
Là, j'ai fait un tour un peu large sur la partie vraiment industrie globale. Maintenant, je vais parler plutôt emploi vraiment dans ce secteur. C'est un secteur qui est à la croisée de plusieurs mondes, en fait. Parce qu'il y a vraiment une dimension purement créative. Il y a une dimension où on va pouvoir trouver des artistes qui vont pouvoir s'exprimer. Et il y a aussi toute une dimension industrielle et technologique qui va nécessiter de pouvoir articuler un petit peu tout ça pour arriver à la production finale d'un jeu et pouvoir le livrer sur un marché et idéalement en vivre, puisque ça reste un peu la finalité si on veut qu'une industrie se développe là-dessus. Euh, Comme l'a évoqué encore une fois Laurent, que vous avez vu dans la vidéo, c'est un monde qui va offrir des opportunités à énormément de profils différents. Donc, il y a les personnes qui vont faire du développement ou du codage, comme on vient de l'évoquer précédemment. Il y a des personnes qui vont pouvoir vraiment travailler sur de l'animation en 3D, par exemple. Il y a des personnes qui vont aussi pouvoir travailler sur de la musique purement, ou même parfois des instruments, enfin, pas que du côté numérique, pas que de la partie technologique avec des ordinateurs. On a des personnes qui vont enregistrer des instruments réels, entre guillemets, et capter ça et l'intégrer dans des jeux. On a des acteurs ou des actrices qui vont être capturés en ce qu'on appelle en motion capture pour pouvoir traduire ces mouvements-là dans le jeu. C'est des technologies que vous retrouverez aussi dans le cinéma et je pense qu'il y en a d'autres qui aborderont ce sujet après moi, hein. Mais c'est vraiment un monde très large et vous allez retrouver, et c'est peut-être moins visible pour le public qu'on a ici aujourd'hui, vous allez retrouver aussi des postes dans des fonctions très, on va dire de l'ombre, mais qui sont les personnes qui vont accompagner le marketing d'un jeu, comment est-ce qu'on va le vendre, qui vont accompagner la partie financière, la partie juridique de l'existence d'un jeu, qui ne sont pas des choses auxquelles on pense aussi forcément de prime abord, mais qui existent vraiment, qui sont très importantes pour notre industrie. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la traduction, dans la rédaction, dans la définition de scénario, de choses comme ça. Donc, donc voilà, c'est très très large. Euh, Si vous voulez un point d'entrée, il y a le site de la AFJV, afjv.org, je crois, qui vous permet d'accéder à certaines offres d'emploi et à certaines fiches de profil type. Il y a le site du SNJV aussi, qui est le syndicat national du jeu vidéo, qui vous permet d'accéder à des descriptifs de postes qui sont assez intéressants quand on veut découvrir ce pan-là de l'industrie. Et un autre site qui s'appelle Arcadia, qui permet aussi de voir des offres d'emploi et de se faire une petite idée de ce que peut proposer ce secteur. Voilà, je crois que c'était un peu long, mais j'espère que ça répondait à quelques questions. Merci François. Il y avait une question, parce que dans le film en particulier, on parlait des jeunes, on parlait des femmes, et Pascal demande, vous parlez de l'insertion des jeunes, mais un quarantenaire en reconversion a-t-il également sa place dans la filière créative et numérique? Alors, dans la filière créative et numérique au sens large, de mon point de vue, oui. Dans le jeu vidéo également. Après, il y a ça dépend des compétences qu'il y a avant, ça dépend aussi du parcours d'accompagnement qui peut se définir. Et là, je laisserai des gens de Pôle emploi expliquer ça de façon plus détaillée. Mais enfin, dans l'univers que moi je peux côtoyer, j'ai effectivement des profils de personnes qui arrivent et qui ont eu des vies avant, qui ont eu des expériences différentes avant et qui vont intégrer ces mondes-là. Après, ça dépend vraiment de l'axe par lequel on rentre et de ce avec quoi on arrive de prime abord, quoi. Je pense que là, c'est vraiment des personnes qui sont plutôt du côté de Pôle emploi qui pourront peut-être donner des éclairages sur les dispositifs qui peuvent exister de façon spécifique. Viviane, est-ce qu'il y a d'autres questions ou nous pouvons passer à un autre secteur important dans les ICC? On peut continuer. Alors, on poursuit. Donc, on va poursuivre avec un autre secteur important et en fort développement sur notre territoire, à savoir le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Comme pour les jeux vidéo, toute la filière, elle s'est numérisée. Elle a beaucoup évolué avec des techniques et des technologies que l'on peut retrouver aussi, qui sont transverses à celles du jeu vidéo. Comme l'intégration d'images virtuelles, le travail sonore ou encore les effets spéciaux, mais ça, nos experts vont pouvoir vous en parler mieux que moi. Et comme pour les jeux vidéo, juste si on positionne l'Occitanie au niveau national, il
faut savoir que voilà, elle est à la 2e place en termes du nombre de jours de tournage pour les longs métrages et les séries télé. Donc voilà, un secteur en fort développement et qui est vraiment implanté sur notre territoire. Je vais laisser la parole à Arnaud Labaronne, qui va donc pouvoir expliquer et faire un tour d'horizon de ce secteur-là. Arnaud? Oui, bonjour. Bonjour à tous à nouveau. Il y a effectivement dans la région Occitanie beaucoup de séries, beaucoup de métrages qui sont tournés et ça tire vers le haut en fait tout un écosystème. J'en fais partie. Moi, j'ai une petite société de production qui s'appelle Ideal Film Prod, une autre société qui s'appelle Extra Art et qui crée du numérique. Pour alimenter, pour nourrir ma présentation sur mon parcours, mais aussi sur les métiers de l'audiovisuel et du cinéma, je vais vous partager une petite présentation que j'ai préparée. Voilà, j'espère que vous la voyez. Je vais essayer de la mettre en plein écran. Voilà. Ah, je suis pas sûr que ça fonctionne. On voit si c'est bon, Arnaud, c'est bon, tout va bien. C'est bon, on peut passer d'une image à l'autre. Alors, le cinéma et l'audiovisuel, il faut d'abord bien stipuler que c'est plusieurs secteurs. Les compétences qu'on peut avoir dans cette filière vont être utiles à la fois au cinéma, à la télévision. On va créer des films aussi pour les plateformes, on va créer des films pour le web ou pour les réseaux sociaux. Donc, on peut penser le cinéma et l'audiovisuel en termes de mode de diffusion, et c'est vers tous ces secteurs-là auxquels on peut penser. On peut aussi penser au cinéma et l'audiovisuel en termes de genre. Alors moi, je suis un réalisateur fiction à la base, mais j'ai fait aussi beaucoup de documentaires. Pour moi, raconter une histoire, ça passe soit par des choses très fictives, soit par une confrontation avec la réalité. Et voilà, il y a d'autres secteurs que moi j'ai pu aborder ou pas, la publicité, le clip, les films de communication. Bien sûr, on a aussi des compétences à proposer au monde de l'animation. Et puis, on a besoin aussi de gens du cinéma et de l'audiovisuel dans les jeux vidéo. Et puis, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, je vais faire un petit focus là-dessus, sont des secteurs nouveaux qui sont en train de se développer. Arnaud, Alors, juste pour... Arnaud, juste, je te coupe. Ton écran, il est figé. On ne voit pas défiler si tu veux faire défiler ton visuel derrière toi pendant ton propos. Voilà. D'accord, alors ça, Voilà. c'est effectivement souvent le cas. Je vais rester dans ce cas sur ma présentation qui n'est pas en plein écran. Et là, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, juste pour avoir une photo un petit peu de ce que j'ai pu faire, moi, je suis à la fois réalisateur et producteur. J'ai commencé à l'âge de 19 ans, j'en ai 49 aujourd'hui, donc j'ai 30 ans de métier, avec un premier film qui était un moyen métrage quand j'avais 19 ans, et puis aujourd'hui, après une centaine de films, beaucoup de courts métrages, beaucoup de documentaires, beaucoup de films collaboratifs et participatifs, beaucoup de choses très très différentes en fait, et des participations à des festivals. Dans ma vie, j'ai eu l'opportunité de travailler aussi avec le jeu vidéo, en particulier sur une franchise comme Assassin's Creed, mais aussi sur Far Cry pour Ubisoft. Donc vous voyez que vraiment les secteurs peuvent être très connectés et qu'il y a des compétences qu'on peut faire valoir d'un univers à l'autre. Voilà, j'ai aussi travaillé avec beaucoup d'institutions comme l'Institut français, l'INA, le Forum des images, voilà, qui sont des organismes qui poussent la création française en France et à l'étranger. Et qui participent beaucoup au développement de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et en tant que producteur, j'ai créé 2 sociétés, donc Ideal Film Prod qui développe des films narratifs de fiction ou des documentaires, et Extra Art qui développe des projets immersifs, numériques, pour l'art et la culture, pour les musées en particulier.
Si je reviens sur mon parcours, c'est un parcours qui peut sembler un peu chaotique, mais finalement où toutes les petites choses apprises servent à la fin. Et c'est souvent ça, en fait, ces formations artistiques. Moi, j'ai commencé mon parcours en tant qu'autodidacte. J'ai commencé à 16 ans à faire des films. Et je pousse d'ailleurs les plus jeunes d'entre nous qui nous écouteraient à avoir une vraie démarche de commencer à faire des choses. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un téléphone portable, commencer à faire des petits montages. Il n'y a pas à attendre après une formation pour commencer à faire des choses. Après une formation, c'est quand même très important pour justement asseoir vos compétences et les développer. Voilà, moi, il se trouve que j'ai fait un bac scientifique, après des études de langue, ça n'avait rien à voir, mais ça m'a permis d'engranger des compétences. J'ai eu une formation théâtrale à la base en tant qu'acteur, mais tout en sachant que c'était plutôt la direction d'acteur sur laquelle je voulais travailler. J'ai fait ensuite une licence et une maîtrise cinéma à Paris. Et puis après, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait un stage chez les Guignols de l'Info. Et à l'époque, les Guignols de l'Info, c'était un peu l'émission la plus regardée de la télévision. Donc ça m'a un petit peu propulsé. Voilà, après, j'ai fait plein d'autres métiers. J'avais pas de formation technique. Alors du coup, j'ai voulu travailler dans un laboratoire de post-production vidéo. C'est voilà, VDM, c'est un vidéo digital multimédia. C'est un laboratoire de post-production vidéo dans lequel j'étais responsable contrôle qualité. Voilà. Et après, j'ai décidé de revenir au métier que je voulais faire au tout départ, c'est réalisateur. J'ai fait plusieurs courts-métrages, un premier long. J'ai aussi été beaucoup formateur. J'ai fait beaucoup de sessions de formation en tant que mentor, en tant qu'organisateur de hackathons. Je vous parlais d'Ubisoft tout à l'heure. J'ai eu un poste d'expert mise en scène là-bas. Ça a duré 5 ans. Donc, je travaillais à la mise en scène cinéma des jeux vidéo. Voilà. Et puis depuis 5 ans, maintenant, je suis producteur. Alors, si on devait dégager un petit peu les compétences clés autour de ce que j'ai pu faire pendant toutes ces années, moi, je dirais que qu'est-ce qu'il faut pour travailler dans ce secteur? Beaucoup de créativité. Ça, c'est indéniable. Il faut pouvoir être créatif non seulement au niveau des contenus concrets, mais aussi dans la manière de les créer, dans la manière de gagner de l'argent avec ça. Il faut être aussi très organisé parce qu'il n'y a qu'avec une bonne organisation, une bonne méthode, en fait, qu'on arrive à créer des films, à augmenter son réseau, à rencontrer les bonnes personnes pour les bons projets et pour les bons financements. Et puis, il faut aussi beaucoup de détermination parce que c'est des métiers difficiles. Alors, on dit que c'est des métiers de passion, mais effectivement, ça veut dire aussi que parfois, il faut réessayer jusqu'à ce qu'on puisse être couvert de succès. Les outils logiciels qui sont utilisés dans mon métier, c'est les outils de prise de vue et prise de son, les micros, les enregistreurs, les caméras. Bien sûr, on peut augmenter en fait ce matériel-là d'accessoires, comme des accessoires de machinerie, comme des accessoires au niveau lumière. Ça, je donne vraiment le kit du débutant en fait en réalisation et en audiovisuel. C'est comme ça que j'ai commencé moi. Et puis il faut des logiciels. Donc la suite Adobe, c'est la suite royale pour pouvoir utiliser un logiciel de montage comme Premiere, un logiciel de retouche photo comme Photoshop ou des effets comme After Effects. Et puis évidemment, si on a une chaîne YouTube, c'est toujours plus facile pour diffuser ses films. Un petit mix des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Alors, je ne vais pas pouvoir revenir sur tous les métiers, mais effectivement, parmi tous ces métiers, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Il y a des choses il y a deux grandes tendances. Il y a les métiers d'image, qui permettent effectivement des formations comme chef opérateur, directeur photographie, cadreur, mais aussi tous les métiers, par exemple, de la machinerie, le machinot, l'électro, etc. Puis de l'autre côté, il y a les métiers du son. L'ingénieur du son, celui qui enregistre le son sur un tournage, mais il y a aussi tous les métiers du design sonore, donc ceux qui vont finalement créer la bande son du film en agrégeant tout un tas de sons différents, en les transformant, en concevant l'ambiance sonore d'un film. Un métier avec lequel on travaille aussi beaucoup, c'est les designers interactifs. Tout à l'heure, effectivement, on parlait plutôt des jeux vidéo et des développeurs. De tous ces métiers-là, en fait, on finit par faire des mariages. Moi, depuis plusieurs années, je travaille beaucoup avec des développeurs et des designers interactifs pour créer des projets qui ne soient pas seulement audiovisuels linéaires, mais qui soient interactifs, c'est-à-dire dans lesquels l'utilisateur peut
avoir des inputs, peut créer sa propre histoire dans l'histoire. Ça me permet, du coup, ça fait un pont direct pour vous parler de la réalité augmentée, pardon, de la réalité virtuelle. Alors, la réalité virtuelle, c'est effectivement une technologie qui est apparue il y a quelques années, mais qui en fait, en vrai, qui est développée depuis des dizaines, voire plusieurs dizaines d'années, en fait. Mais aujourd'hui, on a des caméras 360. Alors, c'est des caméras qui ont plusieurs optiques. Ça permet de filmer dans tous les coins. Et puis, on retransmet ces images à travers des casques de réalité virtuelle qui nous permettent d'être immergés dans une prise de vue réelle. Et l'exemple que je peux donner, là, effectivement, sur cette image-là, même si c'est des images de synthèse, c'est simplement pour expliquer qu'aujourd'hui, ce qu'on fait en 360 n'est pas seulement destiné au casque, c'est aussi destiné à des espaces immersifs. Et il y a de plus en plus de créations immersives qui mettent en scène des prises de vue réelles tournées avec ces caméras 360. Voilà, ce qui est vraiment intéressant avec la réalité virtuelle, c'est que ça part des métiers de l'audiovisuel, mais ça agrège tout un tas d'autres métiers. Et ça réinvente totalement les codes du cinéma et de l'audiovisuel. C'est vraiment un secteur qui est très intéressant. Et puis enfin, la réalité augmentée, qui est un secteur en plein développement. Alors moi, là, je prends des exemples qui sont très musées, parce que moi, je travaille dans le secteur du patrimoine et de l'art et de la culture, et je développe ce type de solution. Donc la réalité augmentée dans un musée, c'est par exemple la possibilité, à travers son smartphone, de voir des petites modifications, des choses un peu différentes qui se passent à l'écran par rapport au tableau. Alors, ça peut être simplement des cartels, des notices qui apparaissent des œuvres, mais ça peut être des jeux un peu ludiques avec les différentes œuvres comme ici. Et puis, dans le futur, ça sera les lunettes de réalité augmentée. Vous voyez que c'est ce que porte ce visiteur, et ça lui permet d'avoir une visite un peu augmentée des différentes choses qu'on peut lui proposer dans un musée. Pour finir, et ça peut-être que ça vous sera transmis, parce que je ne vais pas pouvoir forcément donner toutes les clés, mais simplement il y a beaucoup de formations en fait qui sont soit dans la filière artistique, soit dans la filière technique. Dans la filière artistique, c'est tous les métiers qui vont conduire à scénariste, producteur, réalisateur, ou alors technicien de l'image comme chef opérateur. Et du côté de la filière technique, c'est tout ce qui va nous emmener vers des métiers de décorateur, d'accessoiriste, d'électro, de machiniste, de régisseur. Voilà, donc en fait, il faut savoir qu'il y a des formations à tout âge, il y a même des formations professionnelles et continues. J'ai listé dans le document ici en priorité les formations qui seront en Occitanie, et quand j'ai mis Paris, ça veut dire qu'on n'en a pas et que c'est à certains niveaux, souvent bac plus 5, bac plus 6, il faut plutôt aller faire une formation parisienne. Mais sinon, en tout début de formation après le bac, il y a quand même pas mal de choses qui se sont organisées depuis quelques années. Voilà, j'en ai fini avec ce tour d'horizon. Je vais essayer de revenir avec vous si jamais il y a quelques questions. En attendant qu'Arnaud se reconnecte et qu'on le voit, alors merci pour cette présentation qui était très claire. Elle devait être très claire parce que pas de questions pour l'instant. Ça pourra arriver. Bien évidemment, on reprendra les dernières questions à la fin. Valérie, tu avais… Oui, alors moi, ce n'était pas une question, mais je remercie beaucoup Arnaud pour son intervention. C'était très pertinent et il a mis aussi l'accent sur quelque chose qu'il faut avoir en tête. Je pense que quand on s'oriente dans un métier, dans les ICC, un métier dans le numérique appliqué aux ICC, il ne faut pas non plus se dire qu'effectivement on va être dans ce métier-là ad vitam aeternam. Il y a des interactions très fortes qui se font entre les différents secteurs des ICC, entre typiquement le jeu vidéo et l'animation. De plus en plus, les sociétés de production de cinéma d'animation utilisent des outils du jeu vidéo, les moteurs notamment du jeu vidéo. Ça se fait de plus en plus, donc il y a de vrais croisements. Et puis, de la même manière, entre l'animation, les images virtuelles et l'audiovisuel, le cinéma, il y a des interactions fortes. On utilise les effets spéciaux et puis on peut intégrer des images virtuelles d'animation dans de la fiction avec des acteurs réels.
visuel, tout ça avec du son autour et de l'audio autour. Enfin, voilà, ce que je voulais dire, et ce qu'Arnaud a très bien illustré aussi, du fait, ne serait-ce que de son propre parcours, le fait de pouvoir intervenir dans différents secteurs des ICC, montre qu'il y a des ponts entre tous, et que voilà, quand on décide de s'orienter dans ces métiers-là, on ne se ferme pas des portes, au contraire, on s'en ouvre, même si on n'imagine pas forcément au tout début. Eh ben, Valérie, tu as fait la transition. C'est-à-dire c'est pas fait exprès. C'était super. Dans l'idée, c'est qu'on va laisser maintenant la parole à Aurélien Ronceret, et qui travaille aussi dans donc, le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, mais avec, je pense, voilà, qui participe donc dans ce secteur-là à travers son métier qui est peu connu encore, et à travers des compétences et des technologies innovantes que peut-être le grand public ne connaît pas. Donc Aurélien, je vous laisse la parole. Oui, avec plaisir. Alors désolé si ma voix est un peu enraillée, je sors du Covid évidemment. Donc pour revenir un petit peu sur ce qu'a dit Arnaud, effectivement la transition est parfaite. Moi, on va dire que j'interviens plus dans le secteur des effets spéciaux, ce qu'on appelle communément les VFX. Donc c'est en anglais en fait Visual Effects. Et en fait, quand vous travaillez dans les effets spéciaux, vous pouvez à la fois travailler pour le cinéma, mais pour la publicité, pour le jeu vidéo, et puis aussi pour du clip musical. Donc c'est assez large, et comme disait Valérie, vous rebondissez assez facilement d'un secteur à l'autre, et rien n'est bouché. Donc moi particulièrement, si je dois revenir un petit peu sur mon parcours, j'ai fait, on va dire, un parcours assez classique dans les arts plastiques, entre collège, lycée jusqu'à la fac. Puis j'ai réussi à découvrir ce qu'on appelle le monde des arts appliqués, qui est plus poussé pour le design. Et là, j'ai découvert l'ESMA et, à Montpellier. Et du coup, j'ai vraiment la découvert tout d'un coup le milieu du graphisme, de l'architecture, du cinéma. Et c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc, il y a plus de 15 ans maintenant, j'ai fait l'école d'animation de Montpellier. Et j'ai le plaisir maintenant, 15 ans après, de donner aussi des cours dans cette école. Donc ça, c'est un petit bonus que j'apprécie énormément pour pouvoir partager ça avec les jeunes talents. Et pendant mes études, et ça c'est une chose, s'il y a des jeunes qui nous écoutent là, de pouvoir le faire très, très, très rapidement, c'est d'essayer de décrocher des stages. Parce que, comme l'a dit Arnaud aussi, grâce à son stage au Guignol, ça fait des tremplins assez incroyables. Et moi, je suis parti à Londres, en fait, pendant mon stage, dans une société qui s'appelait The Mill, qui était une société d'effets spéciaux, qui avait fait Gladiator à l'époque. Donc évidemment, quand vous commencez à 19-20 ans à rencontrer des gens de ce milieu-là, voilà, le tremplin, il est énorme. Donc moi, après les études, je suis parti à Londres et j'ai travaillé pendant 7 ans à The Mill, puis à Dineg en tant que superviseur d'effets spéciaux dans les environnements. Donc je vais revenir un petit peu sur les spécialités du coup dans lesquelles moi j'interviens. Donc l'environnement en effets spéciaux, c'est quand vous remplacez des fonds verts par des décors, par exemple. Donc je vais partager... je vais essayer de partager. Hop. Vous allez me dire si vous voyez. Oui, c'est bon, on voit ton écran. Voilà. Donc par exemple, quand j'interviens sur un film en post-production, là par exemple le plan que je vous montre, c'est un plan sur lequel j'ai travaillé sur The Crown pour Netflix. Et il y a des fois où vous ne pouvez pas aller tourner où la scène devrait se passer, pour des raisons historiques ou pour des raisons de sécurité ou pour des raisons que le décor n'existe pas ou plus. Et là, en l'occurrence, il fallait recréer une scène dans les Malouines. C'était pas possible d'aller filmer là-bas. Donc du coup, l'idée, c'était de transformer
ce qui a été filmé, en ce que ça ressemblait plus ou moins un petit peu à l'époque. Donc voilà, ça c'est le matte painting, donc c'est une partie de mon travail dans les effets spéciaux. Je peux vous montrer d'autres scènes. Vous voyez les fonds verts. En fait, Aurélien, on voit juste les miniatures, on voit pas après. Alors, attendez. Je vais essayer autre chose alors. Hop là. Là, c'est bon? Voilà, parfait. Donc voilà, ça c'est ce qui avait été tourné. Et ça, c'est comme on l'a transformé. Avec d'autres exemples. Peut-être plus parlants sur les fonds verts. Avec des reconstructions d'époque. Des choses un petit peu plus simples. Et des choses complètement invisibles, en fait, que personne ne pourrait voir à l'écran. Donc, voilà, quand je fais du décor comme ça, moi, ce que j'aime beaucoup et ce que j'aime en particulier dans les effets spéciaux, c'est quand les effets spéciaux sont part intégrale de la narration et du scénario. Donc, voilà, ça, c'est une chose pour laquelle je trouve les effets spéciaux sont absolument géniaux et très importants. C'est cette part intégrale dans l'histoire. Ensuite, il y a toute une partie où j'interviens, ce qu'on appelle en pré-production, donc ça va être au début d'un projet, c'est-à-dire en concept art. Et là, un réalisateur va arriver avec son scénario, ou un producteur va arriver avec ses idées, et l'idée, ça va être de visualiser, en fait, avec une illustration, l'idée du réalisateur, ou le premier script. Donc c'est vraiment de créer des premières images, à la fois pour donner envie à d'autres personnes d'aller chercher des budgets peut-être, et puis dans un second temps, de partager ces images-là avec le reste des équipes pour pouvoir construire le film, voilà, finir le film. Parce que c'est vraiment une chose très importante dans notre milieu, c'est qu'on fait jamais quelque chose tout seul. On est toujours avec des centaines, voire des fois des milliers de personnes sur un projet, aux différents coins de la planète. Donc le plus facilement vous pouvez partager des idées, le mieux vous allez pouvoir communiquer avec le reste des équipes. Donc ça, c'est des projets sur lesquels j'ai bossé à Londres ou ici. Donc c'était assez fantastique quand je suis rentré d'Angleterre il y a 3 ans, donc c'était vraiment avant la pandémie. J'ai monté mon studio et la plupart de mes clients sont restés à Londres. Et j'ai vraiment pu mettre en place tout ce travail de mise à distance, de travail en remote, avec les équipes anglaises et internationales. Et les premiers projets étaient la saison 3 et la saison 4 de The Crown. Et tout ça à Montpellier, chose qui, il y a 10-15 ans, était vraiment pas possible. Et maintenant, la chose que je dis à mes étudiants maintenant, c'est la chance que vous avez, c'est d'avoir ce pôle-là qui grossit, en l'occurrence en région. Et c'est absolument fantastique, quoi. De plus avoir forcément besoin de se déraciner ou de partir à Paris ou de partir à l'autre bout du monde, juste pour pouvoir travailler sur le projet dont on rêve. Voilà, c'est chouette. Parce que même si c'est bien de voyager, moi mon parcours m'a amené à Hong Kong, mon parcours m'a amené à Londres, mais j'avoue avoir toujours eu un peu l'intention de revenir à Montpellier. Ensuite, sur le concept art aussi, quelque chose que j'aime bien dire, c'est vraiment de pouvoir faire le lien entre publicité, entre jeux vidéo et cinéma. Là, en l'occurrence, tout à l'heure, on entendait Nicolas parler de sa création d'hypnose en réalité, enfin en VR. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler avec lui et de développer des visuels pour ce jeu en VR. Et ça, je trouvais ça vraiment, au sein de Montpellier, je trouvais ça vraiment absolument phénoménal, puisque ne pas être que dans le divertissement pur et dur et de faire quelque chose qui a aussi un autre sens,
dont médical en l'occurrence. C'est le petit plus de notre travail, quoi. Voilà à peu près, voilà à peu près le parcours. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci en tout cas Aurélien, c'est passionnant. Bah oui, avec plaisir. Alors, juste une question, mais plus large, c'est au point de vue technique, sera-t-il possible d'avoir l'enregistrement de la conférence? On l'enregistre, ça sera pour le rediffuser certainement à une certaine occasion et on le fera savoir. Mais, Voilà. mais individuellement, on ne donnera pas l'enregistrement. Le campus est doté d'une chaîne YouTube et une fois elle sera prête, on pourra la diffuser sur la chaîne YouTube et on vous passera les liens. Super. Voilà. En tout cas, merci. Donc, pas de questions pour Aurélien ou Arnaud en particulier. On poursuit l'échange. Si, une dernière question à Aurélien. D'abord, des remerciements et avez-vous fait vos études à Montpellier? Alors oui, pardon, ouais, j'ai fait mes études à Montpellier, à l'ESMA, l'école de cinéma d'animation. C'était un cursus d'abord avec une prépa que je recommande vraiment à tout le monde. Elle vous fait découvrir le design graphique, le design d'espace, le dessin, voilà, les arts en général. Donc ça, c'était vraiment une belle ouverture. Et puis après, moi, je me suis dirigé vers la section cinéma d'animation, qui était en 3 ans à l'époque et maintenant en 4 ans, je crois. Et donc voilà, vous finissez votre formation en faisant un film d'animation qui part en festival derrière. Enfin, c'est une aventure assez incroyable. C'est vraiment, ouais, c'était vraiment des chouettes études. D'où mon intérêt aussi de pouvoir partager cette expérience-là avec mes étudiants maintenant. Et en plus de ça, il y a une formation anglophone, donc j'ai pu intégrer la section anglophone aussi ces dernières années. Donc oui, voilà, Montpellier, effectivement. Donc, on va poursuivre. Bien sûr, vous n'hésitez pas si vous avez des questions. On aura un temps aussi pour en conclusion de cette table ronde. Donc, on va poursuivre nos échanges avec, ça a été dit entre autres tout à l'heure, avec un autre secteur qui est donc en développement sur le territoire et qui est relativement important, qui est le cinéma d'animation, avec entre autres l'animation 2D, 3D. Et pour ce faire, on va laisser la parole à Adrien Boutin. Alors lui, Adrien, il le dira mieux que moi, mais il travaille peut-être pas dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, mais un autre secteur, un autre pan des industries culturelles et créatives, à savoir le secteur de la communication et du multimédia. Oui, effectivement. Alors, si c'est possible, je voulais répondre à la question de Pascal tout à l'heure sur les formations. Et puis, comme en plus Aurélien vient de finir sur l'ESMA, autant faire un petit bond parce que je suis professeur à l'ESMA en motion design. Et sur le fait, est-ce que les quarantenaires peuvent faire ça? Alors oui, parce que j'ai déjà eu des élèves qui avaient la quarantaine. Donc déjà, c'est bizarre parce qu'ils sont plus âgés que moi et je leur apprends des trucs. Et ouais, il y en a une là qui est sortie l'année dernière et qui a réussi justement à intégrer, mais vraiment un gros studio. Elle a fait la campagne Twitch, celle qui a fait des propositions, elle s'éclate là-dedans. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué des fois parce que forcément, on a un train de vie et on supporte peut-être un peu moins bien les nuits blanches que les plus jeunes. Mais oui, c'est tout à fait possible. Hein, donc voilà, je voulais intervenir tout à l'heure sur ça. Je me suis dit, autant, j'avais ça dans la tête. Autant le faire. Et donc oui, moi je fais du motion design. Alors, est-ce que c'est de la communication ou pas? Ça, c'est la grande question parce que le motion design, il y a quand même une définition. On n'est pas tous d'accord sur la définition du motion design, donc je vais essayer de vous expliquer ça de manière le plus compréhensible qui soit. Aurélien, juste avant, qui fait un super travail, disait que lui, il adorait rendre des choses crédibles, réalistes. Un motion designer, c'est tout l'inverse. On va éviter justement d'être réaliste, d'être
de faire ça. En fait, dans un film d'animation 2D ou 3D, on va avoir une histoire avec des personnages et une histoire, dans une histoire, dans un lieu, dans un espace-temps. Prenons par exemple Woody et Buzz, ils se parlent, ils vont se parler, ils vont vivre des histoires et assez réalistes. Nous, on va plus être empreint de design, c'est-à-dire on va remplacer des personnages par des ronds et des carrés, par des formes primitives comme ça. On va trouver une autre manière de raconter les histoires, on va faire des transitions des fois un peu bizarres. On va faire des mélanges de couleurs, de formes, on va faire aussi des mélanges avec plein de techniques, on va mélanger de la photo, de la vidéo, de la 2D, de la 3D, de l'illustration, de l'image par image. On peut faire ça sur des casques de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Donc vraiment, les choix sont je dirais pas infinis, mais vraiment immense. Et si je vais vraiment définir le métier, en fait, c'est un peu le couteau suisse de la vidéo. C'est-à-dire, on va vraiment pouvoir faire des choses très très différentes. Là, juste avant, vous avez vu Maison du Monde. Il y a de la vidéo, il y a de la photo, il y a de la 3D, il y a de la 2D, il y a de la VR. C'est vraiment, il y a plein d'applications et plein de techniques possibles. Voilà pour le métier. Aussi, pour ce métier, dernier petit truc, c'est que c'est très créatif. C'est-à-dire qu'en fait, on va répondre à des commandes de clients principalement. Et non, et c'est pas comme les films d'animation où ça va être un réalisateur qui va porter un projet et qui peut parler de ce dont il veut. Généralement, on est soumis à commande. Alors moi, par contre, mon parcours, il est vraiment atypique, je pense, pour être arrivé là. À la base, quand j'étais adolescent, j'hésitais entre le jeu vidéo et le cinéma. Mais seulement, c'est les années 90, donc le jeu vidéo avait un peu mauvaise réputation. Le geek n'était pas aussi branché que maintenant. Et puis Matrix est sorti, donc du coup, je me suis dit, allez, je vais le faire dans le film d'animation. Et du coup, je suis parti dans des études de cinéma à Paul Valéry, à Montpellier. Je viens d'Orléans à la base, donc je suis arrivé sur Montpellier, j'adore cette ville, donc du coup j'y suis resté. À la sortie de mes études en 2008, j'ai voulu lancer quelque chose de révolutionnaire à l'époque, c'était le financement participatif. Mais pour faire du financement participatif, comme on voit avec Kickstarter, etc., il faut des sous, et j'en avais pas. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire ce que je sais un peu faire de la vidéo, en faisant des captations de spectacles, etc. Du coup, j'ai commencé en 2008 et c'était en pleine crise, donc du coup c'était assez dur quand même d'essayer de trouver du travail. Du coup, je me suis dit, une petite plus-value que je pourrais donner à mes créations, à mes captations, c'était de faire un peu de motion, faire des génériques ou faire des menus DVD qui s'animent. Et du coup, ça a vachement plu. Et du coup, on m'embauchait plus en fait pour faire du motion que pour faire de la vidéo. Donc du coup, au fur et à mesure, je me suis spécialisé. Et donc en 2009, j'ai lancé une agence de communication audiovisuelle qui s'appelait Le Singe à trois têtes. On faisait de la vidéo, du motion et du web. Et depuis 2020, je me suis mis tout seul avec le nom Manic Motion pour faire que du motion design. Voilà pour mon parcours. Au niveau des compétences nécessaires pour faire du motion design et les applications, si vous êtes intéressé évidemment par cet univers-là et là où vous pouvez aller. Donc les compétences nécessaires, c'est quand même de maîtriser un minimum la chaîne graphique, tout ce qui va être les illustrations et le photomontage, donc sur Photoshop et sur Illustrator. Avoir quand même une bonne faculté sur l'écriture, parce qu'en fait, le motion design, on va devoir faire preuve de beaucoup de créativité et beaucoup d'écriture. C'est-à-dire que généralement, au cinéma, on a une page d'écriture, par minute de film. Dans le motion, une minute de film, ça fait 6-7 pages d'écriture. En fait, on va mettre vraiment plein d'idées, on va essayer d'être très concis, de mélanger plein de choses pour que les informations soit le plus clair et le plus condensé possible en même temps. Donc c'est vrai qu'il faut avoir quand même un peu cette envie d'écriture, avoir une bonne culture graphique, donc c'est-à-dire avoir une bonne culture en design, c'est-à-dire s'intéresser au design en général, avoir une bonne culture cinématographique aussi. Et ensuite, ça, selon les formations, savoir maîtriser au moins un logiciel d'animation principal
Et ensuite, une fois que vous commencez à en maîtriser un, vous commencez à maîtriser les bases de l'animation et vous pourrez facilement vous mettre sur plusieurs logiciels. Hein. Alors au début, j'étais sur 2-3 logiciels qui étaient After Effects et Flash, qui maintenant est devenu Animate. Et maintenant, j'en utilise, je pense, une bonne vingtaine. Des fois, j'utilise juste un logiciel pour une prod précise. La technique devient de moins en moins importante. En fait, ce qui est vraiment important, c'est l'écriture et de savoir comment penser son film. Voilà. Et au niveau du recrutement et de la demande, je pense que comme tous les métiers un peu numériques et surtout avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui sont numérisées en fait, tout simplement. Donc là, j'ai eu de plus en plus de demandes et j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont eu de plus en plus de demandes par rapport à ça. Mais en fait, le motion design, comme les applications sont vraiment très diverses, en fait, vous pouvez trouver facilement du travail, même sans faire ça à 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des graphistes, on leur demande d'avoir quelques connaissances en motion design pour pouvoir faire de la communication sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ils vont créer des illustrations, du graphisme, etc. Et puis on va leur demander de peut-être animer 2-3 petites choses pour pouvoir les mettre en story ou en faire une vidéo sur Facebook. Des fois aussi, il y a tout l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont fait, comme Aurélien ou d'autres, des cursus d'animateurs 3D vraiment complets et qui au final se disent tiens, je vais plus partir sur du motion design pour faire de l'habillage événementiel, par exemple. J'en connais un qui a fait ça. Donc l'habillage événementiel, c'est-à-dire ils vont aller projeter des effets vidéo sur des bâtiments pour les faire vivre, par exemple. Des fois, c'est la même chose pour des anciens animateurs 2D qui vont faire du motion. Et mon cas, moi, c'est motion designer autodidacte, c'est-à-dire j'ai tout appris un peu par moi-même. Et c'est en rencontrant d'autres motion designers, en discutant avec eux, qu'on apprend. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'en parle là parce qu'on lance ça juste aujourd'hui. On lance des séries d'événements avec d'autres motion designers sur la région, à la Altropisme, pour pouvoir se rencontrer entre motion designers et pouvoir évoluer ensemble. Parce que vraiment, c'est la clé de ce métier-là, c'est de pouvoir discuter tous ensemble. On n'utilise pas les mêmes logiciels, on n'utilise pas les mêmes techniques, on n'a pas du tout les mêmes univers. C'est très très éclaté en fait comme métier. Ça fait vraiment tous des choses, des secteurs très différents dans lesquels on exerce, des styles très différents, etc. Et donc on essaye d'échanger beaucoup à ce niveau-là. Voilà. Merci Adrien. Mais de rien, je n'ai pas du tout calculé le temps si c'était bon. C'était parfait. Viviane, as-tu des questions pour Adrien particulièrement ou pour les autres Alors, je ne sais pas si c'était encore pour François ou pour Adrien, c'était toujours dans les formations. Est-ce qu'il y a des formations professionnelles hors ESMA? Puisqu'on a beaucoup parlé de l'ESMA, évidemment. Oui, forcément, parce que comme il y a Altropisme, ESMA juste à côté, forcément, ça aide. 2 minutes à pied, on y est. Oui, il y a plein de formations partout. Et l'ESMA et d'autres écoles font des journées portes ouvertes. Le mieux, c'est d'aller dans les journées portes ouvertes, de poser les questions que vous voulez à ce moment-là, pour voir exactement quel contenu il y a, parce qu'on est tous différents au niveau des contenus. Il y a des approches qui sont différentes, il y a des matières qui, même si elles ont le même intitulé, en fait, ont des choses qui sont différentes à l'intérieur. Donc, le mieux, c'est que vous y alliez à plusieurs portes ouvertes et comme ça, vous discutez avec et vous voyez qu'est-ce qui vous correspond le mieux ou pas. Il y a aussi des écoles qui, eux, vont plus faire des alternances, c'est-à-dire que vous allez, je crois, travailler 2 jours faire 2 jours d'école et travailler 3 jours dans une entreprise, voire des fois c'est 1 semaine à l'école, 2 semaines à l'entreprise. Enfin, ça dépend. Voir qu'est-ce qui vous convient déjà mieux, vous, au niveau d'un terme planning, et puis voir qu'est-ce qui vous convient le mieux aussi en termes de pédagogie.
Alors, je vais prendre la main aussi à ce niveau-là pour compléter les propos d'Adrien. C'est que donc le campus ne recense pas la totalité des formations, mais c'est un réseau d'acteurs qui met en lien les acteurs de la formation du secondaire au supérieur. Et entre autres, vous pouvez trouver autour donc, des industries culturelles et créatives au sens large, au sein de la plateforme que l'on a mise en place du campus DIC, tout un panel de formation qui est d'ores et déjà recensé. Vous pourrez trouver déjà quand même pas mal d'offres de formation avec des établissements publics, avec Paul Valéry ou l'Université de Nîmes pour le supérieur, mais ne pas omettre aussi des diplômes qu'on appelle DNMAD, qui sont des diplômes nationaux des métiers d'art et du design, qui remplacent les BTS pour les filières justement en lien avec la créativité et l'innovation, où ces cursus-là sont réalisés dans les lycées qui abritent du supérieur. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, je pourrais aussi vous donner à l'occasion d'autres types de liens, mais vous aurez des informations déjà dans la partie formation de la plateforme du campus. D'ailleurs, sur le DNMAD, j'ai une élève qui sort de DNMAD, là, qui est en 4e année avec moi. Elle déboîte très légèrement. Très doux. Voilà. Et pour ne parler que du design interactif, voilà, entre autres, le lycée Jean Monnet à Montpellier abrite 2 parcours sur le design interactif. Voilà. Et l'animation, les effets spéciaux, entre autres. Donc, vous avez quand même des établissements qui peuvent vous offrir ce type de formation. Également aussi, peut-être, mais ça sera aussi, ça apparaîtra dans le site. Je pense aussi à un des partenaires du campus qui est l'école régionale du numérique, qui est abritée par l'IDEM, qui est basée au Soleil, et qui offre aussi cette capacité à vous former, soit en formation scolaire ou en formation continue, voilà, par le biais de l'alternance. Viviane, a-t-on d'autres questions pour les intervenants? Non, plus d'autres questions. Ok, donc moi, avant de laisser peut-être la parole aux intervenants, un dernier mot, vous présentez entre autres 2 actions que pilote le campus, puisque donc le campus, c'est un réseau d'acteurs qui œuvrent autour de missions et d'actions collectives et collaboratives. Et entre autres, je voulais vous présenter, et vous trouverez les informations relatives à cette action que l'on mène avec un certain nombre de partenaires du campus, que ce soit des partenaires du monde économique, des acteurs de la formation, des acteurs institutionnels. C'est donc les Créatalents Occitanie, qui est donc un appel à projet pour détecter et mettre en valeur des jeunes dans les formations, jeunes diplômés issus des ICC qui auraient un projet culturel, artistique, entrepreneurial et qui souhaiteraient être mis en valeur et soutenus par le réseau d'experts du campus. Donc, il y a des coups de pouce à gagner et à mon sens, c'est un moyen. Alors, même si on n'a pas un retour avec une aide financière, le réseau d'experts va se mobiliser pour vous soutenir dans la promotion, la commercialisation, la structuration de ce projet. Pour avoir plus d'infos, je vous invite à vous connecter sur la plateforme qui abrite les Créatalents Occitanie, qui est la plateforme WeDo, où vous allez pouvoir avoir toutes les informations relatives à ce concours, donc qui court depuis, on l'a ouvert au début octobre pour déposer les candidatures jusqu'au 15 avril. Vous avez ici, entre autres, tous les partenaires du campus qui se mobilisent pour soutenir ces projets. Voilà, et vous avez donc une plaquette à télécharger où vous avez plus d'informations relatives à ce concours et vous avez également le règlement intérieur. Voilà, ça c'était pour l'action que je souhaitais mettre en valeur à l'issue de cette table ronde. Et un autre outil qui peut être utile aussi, alors c'est destiné plutôt aux 14-25 ans, c'est le partenariat que l'on a mis en place avec l'association Job IRL, qui est conventionnée avec l'Éducation nationale. Et nous avons créé sur cette plateforme une communauté d'entraide, donc qui est pilotée par le campus Design Industrie Créative et qui met en lien, en fait, c'est le LinkedIn
moyenne des 14-25 ans. Et l'idée, c'est de vraiment développer son premier réseau pro. Et si on a des questions, voilà, on est curieux de partir à la rencontre de ces métiers, eh bien, la page, elle est toute récente. Hein, la communauté, elle est récente, elle date de octobre 2021. Donc, on va agréger des pros. Entre autres, Aurélien fait déjà partie des pros qui peuvent être sollicités sur la plateforme Job IRL pour poser des questions. Et voilà, l'idée, c'est qu'on va pouvoir retrouver des designers UX, UI. On peut retrouver également des bottiers, des selliers garnisseurs, des designers textiles, des motion designers. Et voilà, une pléthore de métiers, comme vous l'avez compris, dans les ICC, c'est voilà, différents secteurs d'activité, divers métiers qui font à la fois appel à des savoir-faire traditionnels, mais aussi des technologies de pointe. Et c'est toute la richesse des ICC au sens large. Et aussi, vous pouvez donc, en plus d'avoir la chance de pouvoir interagir et de solliciter des professionnels, des jeunes qui sont issus de ces formations-là et qui se font passeurs de savoir, mais dans leur formation. Donc, vous pouvez très bien avoir, comme là on voit, un élève qui est en CAP qui veut bien communiquer à un collégien, ou un élève justement qui est en CAP qui voudrait connaître des informations sur un cursus au niveau du supérieur et qui pourra interagir soit avec des professionnels déjà insérés dans le marché de l'emploi, soit avec des jeunes qui sont en cours de formation. Voilà. Pour ce faire aussi, normalement, sur le chat, vous aurez toutes les informations relatives à ces actions que l'on mène pour pouvoir, si ça vous intéresse, voilà, y aller personnellement à titre individuel et peut-être vous inscrire pour avoir plus d'informations. Je vais donc voilà, redonner peut-être la parole à chacun des intervenants avant de conclure cette table ronde. Peut-être si vous avez un dernier mot, un conseil, voilà, pour toute personne qui souhaiterait s'insérer dans ces industries-là, pardon. Alors, juste pour revenir sur Job IRL, Laurie, c'est effectivement super. La semaine dernière, je devais avoir normalement une jeune de 3e en stage. Voilà, ça lui a permis de me contacter. Je lui ai forcément dit oui. Alors, elle en a fait qu'une seule journée de stage à cause du Covid. Mais voilà, c'était un premier échange. Ça fonctionne. Et en l'espace de... je crois que j'ai été inscrit une semaine. La semaine d'après, elle me contactait. Donc, oui, je recommande à tout le monde de se mettre sur cette... voilà, c'est super. Se rendre disponible. Donc, et moi, je remercie voilà, tout l'ensemble des experts et partenaires du campus, puisqu'ils donnent beaucoup de leur temps, qui est précieux. Et ça, je les en remercierai jamais assez, voilà, de s'investir aussi à ce niveau-là pour transmettre et être passeur de savoir et accueillir. Et voilà, c'est une chance pour nous de vous avoir et de faire partie, voilà, de vous avoir et que vous intégrez cet écosystème en tant que passeur de savoir. Ah ouais, avec plaisir. Ça, c'est une des autres caractéristiques de l'écosystème et de la filière des ICC sur le territoire de Montpellier, c'est cette bienveillance et cette volonté d'échanger, de communiquer, de faire connaître. Et ça, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de chance de vous avoir tous. Ah, et justement, j'ai un conseil à ceux qui nous suivent. C'est, et Valérie en parlait tout à l'heure à travers Occitanie Film ou Push-Start, il y a plein d'associations, d'organismes en fait qui soit organisent des événements, soit les relaient. Donc n'hésitez pas à vous enregistrer sur les newsletters de ces assos-là. C'est un bon moyen d'être au courant des événements, de s'y rendre, de rencontrer des professionnels et de nous rencontrer dans des cadres un petit peu informels, pas forcément en face-to-face, ce qui est jamais très évident. On est rarement disponible tout de suite comme ça. Voilà. Très bonne suggestion, tu as tout à fait raison. Oui, tout à fait, de vous rapprocher de vos conseillères et conseillers pour l'emploi, des écosystèmes locaux, et aussi également ne pas hésiter, une fois que vous avez le contact, de vous rapprocher des réseaux sociaux aussi, qui vous permettront d'avoir toutes les informations et les actualités relatives à chacun d'entre eux. Je me permets... Une petite question avant... c'est Julie.
Je sais que vous avez peut-être répondu à cette question, mais je la repose. Est-ce qu'il y a de la place dans vos secteurs pour des personnes ayant une formation commerciale, quasi trentenaire et qui a de l'expérience dans le secteur de l'édition, les livres? Personne. Personne Moi, ne répond? moi, je pars du principe que si c'est une volonté de la part de Julie de se positionner sur ces secteurs-là, il faut absolument qu'elle aille se renseigner, qu'elle aille rencontrer les structures qui sont présentes, les associations et les professionnels. Je voulais citer quand même aussi l'exemple de certaines formations. Je pense, Viviane ne me contredira pas, mais il y a des formations express aussi qui sont proposées en partenariat avec des structures qui embaucheront derrière. Ça a été notamment le cas avec Occitanie Film, Pôle Emploi et France TV qui ont formé des professionnels qui ont intégré ensuite France TV Studio. Alors sur des métiers très spécifiques. Là, c'était des électriciens notamment, il me semble, hein, dernièrement. Donc, il faut se renseigner aussi sur les possibilités qu'il peut y avoir dans ce cadre de formation un petit peu express, mais qui aboutissent ensuite après à des emplois. Ça peut exister. Et surtout, si vous arrivez à recenser un certain nombre de personnes qui ont besoin d'une formation comme celle que vous aimeriez avoir, dont vous aimeriez bénéficier, ben, ça peut être aussi le moyen d'initier une nouvelle session. Pourquoi pas? Et François. ouais, j'allais dire, ouais. Bah, déjà, bon, Julie, quasi trentenaire, ça va bien se passer, faut pas s'inquiéter. Il y a de la marge, et si tu veux tous nous faire passer pour des bons gros vieux, là, vas-y, pousse. C'est bien. Pas Donc, pour toi, non mais... il y a beaucoup de marge, là, je pense, il n'y a pas de souci. C'est plus après une histoire de voir des personnes aussi, comme on le disait tout à l'heure chez Pôle emploi, d'aller rencontrer des gens du secteur, d'aller voir les assos, etc., pour avoir une idée réellement de où tu te positionnes. Parce qu'avec avec ces informations-là, bah, peut-être tu as des bases de commerce, il y a des choses comme ça, etc. Donc il y a des choses peut-être à utiliser, puis il y a peut-être des choses que tu ne veux pas réutiliser là-dedans et qui tu t'ouvriras sur d'autres formations. Je voulais parler vraiment sur la partie formation, moi juste un mot du coup, mais ça permet de faire le lien. Il y a des formations qui peuvent être très courtes. J'ai en tête une formation pour le jeu vidéo là précisément parce que ça me parle plus, mais il y a des établissements qui proposent en quelques semaines, par exemple, d'avoir des profils, ce qu'on appelle du QA test. Donc, c'est des personnes qui vont rentrer dans le milieu du jeu vidéo par la partie test produit, ce qui ne nécessite pas forcément énormément de connaissances en amont, mais plus une appétence et une sensibilité à quelque chose, et qui par contre peut après être transformé en un point d'entrée très très pertinent, parce que c'est le point d'entrée où on va avoir le plus de points de contact avec cette industrie. Toutes les autres industries ICC qu'on a là vont avoir des similitudes, je pense, sur ce genre de choses. Il y a juste que faut être vigilant sur un truc. Enfin, je suis obligé de le dire parce que sinon c'est un peu fake. Il y a pas, il y a des morceaux qui sont bouchés en fait. Du junior qui va arriver, en tout cas dans le jeu vidéo par exemple, du junior qui va arriver sur graphiste 3D standard, on va dire. Ça va être compliqué. Enfin, pour faire de la modélisation d'assets de base, il y a déjà énormément de monde. Après, quelqu'un qui s'est orienté sur l'animation, qui a poussé un peu plus, il y a plus de chances de trouver du travail. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi peut-être regarder en amont si on a une appétence pour quelque chose un peu vaste et qu'au sein de ce quelque chose un peu vaste, il y a des morceaux qui sont un peu plus pointus qui ça vaut le coup de creuser parce qu'on va se dire je vais faire, ok ça m'intéresse, je vais faire de l'animation 3D de personnages plutôt que de la modélisation parce qu'en fait les deux me plaisent mais j'ai peut-être plus de chances de m'orienter vers un stage rapidement là-dessus et une progression et quelque chose qui va être plus enrichissant pour moi. Ça c'est important. À l'inverse, il y a des pans, et ça c'est peut-être le cas, ça peut intéresser des personnes en reconversion, il y a des morceaux complets, je parle encore pour le jeu vidéo, mais je suis sûr que ça va toucher d'autres secteurs ici. Euh, Sur la partie VFX, par exemple, on a besoin de spécialistes des effets spéciaux de notre côté. Alors, c'est souvent des profils qui vont être peut-être plus spécialisés, mais en fait, des fois, quand on vient d'un secteur créatif ou quand on est développeur et qu'on a eu une appétence là-dedans, on peut se retrouver assez vite à pouvoir être performant et à pouvoir être efficace au sein d'une équipe et à faire, bah, du coup, pour le coup, à faire une place assez rapidement parce que c'est vraiment des secteurs, enfin, c'est des postes sur lesquels on n'a pas de monde. Développeurs, de toute façon, de base, il en manque partout, pas que dans nos industries, donc ça ne devrait pas être le plus gros problème. Mais voilà, je devais faire ce point-là sur il y a des morceaux bouchés, il y a des morceaux où au contraire on a une grosse demande.
peut-être un petit peu vos recherches en amont. C'est pour ça que se rapprocher des écosystèmes, c'est bien. Et il y a des formations de toutes les durées. Après, des choses extrêmement techniques et riches vont forcément nécessiter des... C'est pas en 3 mois qu'on va vous proposer des postes d'ingénieur dans tel ou tel aspect. Ça me paraît compliqué à mettre en place. Si vous venez du départ, on va dire. Pas si vous avez déjà un background qui peut être transposé. Voilà, je voulais insister sur ce point-là. Moi, je voudrais rassurer Julie également parce qu'on a tout le temps besoin de profils un petit peu atypiques. Et là, commercial et édition, bah, c'est un profil atypique et de temps en temps, ça trouve sa place. Moi, par exemple, là, je suis en train de créer une web série avec Occitanie Livre et Lecture. Donc, c'est un organisme qui est à Toulouse. Et tu devrais peut-être aller les voir parce que eux, ils s'occupent effectivement de promouvoir les collections jeunesse et d'imaginer des outils pour les promouvoir. Et bah, peut-être qu'ils seraient intéressés par quelqu'un qui a ton expérience. Voilà. Et de même chez les publishers, comme on parlait de jeux vidéo tout à l'heure, vraiment, c'est des sujets. On parlait de plugin digital, on parlait de Pledijus. Il y a des morceaux cachés de ces industries, parce qu'on voit ce qu'il y a à l'écran. Mais il y a des morceaux cachés complets qui, en fait, font vraiment tourner la baraque, hein, parce que sinon, l'argent rentre pas, on ne connaît pas les produits, on ne va pas forcément pouvoir aller à l'international, etc. Donc, Il faut les dénicher. ouais, c'est ça le truc. Et alors, à la fois, nous, c'est des profils qu'on va avoir du mal à trouver parce qu'on ne les voit pas forcément. Et à la fois, c'est des profils qui ne vont pas forcément nous trouver, nous, parce que ces morceaux-là de nos industries ne sont pas forcément exposés. Donc voilà, rapprochez-vous des assos, posez des questions, rapprochez-vous des réseaux et rendez-vous compte que ça existe. Sur la partie de Julie, je serais curieux qu'il n'y ait vraiment aucun point d'entrée. Bien, voilà. Aurélien, est-ce que vous voulez communiquer un dernier mot avant que l'on conclue cet échange? Oui, juste pour appuyer ce que disait François sur le secteur des effets spéciaux. Là aussi, il y a des secteurs qui sont un peu plus bouchés que d'autres, mais pour ceux qui se demanderaient, qui seraient intéressés par les effets spéciaux, mais pour aller assez vite, être sûr de décrocher un job, de ne pas être dans un secteur bouché, tout ce qui est simulation FX, voilà, c'est quelque chose qui est recherché énormément. Des profils en Unreal, donc tout ce qui est temps réel, puisque maintenant la ligne est très floue maintenant entre voilà, effets spéciaux pour le cinéma ou effets spéciaux pour les jeux vidéo. On va utiliser le même genre de moteur de plus en plus. Donc il n'y a qu'à voir des séries comme Star Wars récemment, qui ont des décors entiers qui sont faits en temps réel. Donc voilà, ça c'est des secteurs qui sont en pleine évolution. Bon, c'est vrai que concept art, c'est un petit peu plus bouché, même s'il y en a besoin à tous les niveaux pour designer le moindre petit accessoire, parce qu'il faut savoir que dans le cinéma ou dans le jeu vidéo, tout ce que vous voyez à l'écran est designé. Voilà, donc il n'y a rien qui est laissé au hasard, de la couleur à la texture, au design de l'objet. Donc on a toujours besoin, voilà, même de juniors à ces postes-là, mais c'est un tout petit peu plus compliqué. Voilà, globalement, pour finir sur mon secteur, je pense. Merci beaucoup en tout cas. Donc il est 15h30. Je pense qu'on arrive au terme de cette table ronde virtuelle. J'ose espérer et je pense, je suis presque sûre que pour voilà, ceux qui étaient parmi nous qui ont pu vous écouter, on a une vision plus claire de ce qu'on entend par industrie culturelle et créative, des secteurs, des métiers. Et ne reste plus qu'à vous remercier grandement pour votre participation, pour la richesse de des informations transmises et pour voilà, le côté voilà, positif de votre discours et aussi en tout à fait clair. Voilà. Encore une fois, merci à toutes et à tous, Valérie, Arnaud, François, Aurélien, Adrien, Viviane aux manettes. Voilà, merci, un grand merci à vous tous et toutes. Merci. Et un grand merci à tous ceux qui ont participé, qui ont chaté et qui nous vous remercient. Oui, merci. Merci pour l'invitation. Bravo à tout le monde. Et bel avenir à tous ceux qui veulent se projeter dans ces métiers. Ouais, bon courage à vous. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.